hein. Je pense qu'il est important de signaler que l'État fabrique artificiellement le consentement de la population. C'est-à-dire que dans ces procédures de validation, telles que l'enquête publique, il prétend que le silence des non-participants vaut accord tacite. Donc sur 2000 personnes qui se sont exprimées sur l'ensemble de la population de Cumneuzet à Saint-Jean-de-Luz, RTE estime que c'est tout à fait négligeable et que nous ne sommes qu'une petite poignée de râleurs à être contre ce projet. Vous constaterez la défiance légitime que nous avons envers ces institutions et surtout les violences institutionnelles. Et nous constatons depuis quelques jours, depuis une semaine environ, la toute-puissance de RTE qui a déjà saccagé complètement le site des casernes où ils vont, à partir de la semaine prochaine, bitumer 4300 mètres carrés de dunes. Je pensais que les enfants n'avaient pas le droit de marcher dessus, mais a priori, on est en droit d'aller bitumer un endroit aussi fragile que la dune. Et on n'a pas le droit de camper, non, mais a priori, là, eux ont le droit. Depuis le 27 septembre, l'intégralité des autorisations a été signée et RTE est donc tout à fait en droit, légitime, de saccager notre territoire. Sur la commune de Seignos, le maire de Seignos s'est opposé à signer la convention de début de travaux. C'est pas grave, Madame la préfète a pris le relais et donc ça s'impose à nous. Le collectif n'a pas d'entité juridique, comme vous le savez. Nous avons donc dû nous structurer en association qui s'appelle Landes Aquitaine Environnement pour pouvoir engager les recours devant les tribunaux. Actuellement, nous avons un premier recours qui est devant le Conseil d'État pour essayer de faire annuler la déclaration d'utilité publique. Et nous avons un second recours qui va être engagé également contre les autorisations environnementales devant le tribunal administratif de Bordeaux. Pour nous, en ce qui nous concerne, l'urgence, c'est de faire stopper les travaux que RTE, vous l'avez vu, s'empresse de réaliser. Il aurait très bien pu commencer les travaux sur Bordeaux. Non, il vient ici, sur notre territoire, puisqu'il sait que c'est ici que la contestation existe. Il faut savoir que les recours ne sont pas suspensifs d'exécution. Donc si nous n'avons pas un référé et si nous n'obtenons pas justement du tribunal l'arrêt des travaux, ils sont tout à fait en droit de les faire. Et le résultat de l'audience et le jugement qui va être rendu au fond pourrait très bien intervenir dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc les travaux seraient terminés. C'est la raison pour laquelle il nous semble extrêmement important d'être nombreux et d'engager ce référé pour essayer par tous les moyens de faire arrêter ces travaux. Pour porter un référé, pour porter un recours, nous nous sommes appuyés sur l'avis défavorable du CNPN. Le CNPN, c'est le Conseil national de protection de la nature qui dépend directement du ministère de l'écologie. En l'occurrence de Madame Pannier-Runacher, je vous laisse juger. Cette instance, qui est une instance scientifique et technique, a planché pendant plus de 6 mois sur ce dossier. Le résultat est sans appel. Ce tracé est totalement incompréhensible et il n'y a aucun respect de l'environnement. Il ne peut pas être fait en l'état. Le CNPN clôture en disant que le tracé de moindre impact pourrait être le tracé autoroutier ou le long des voies ferroviaires sur des terres qui sont déjà dégradées. Malheureusement, RTE dit non. Et on n'a aucun pouvoir de ce côté-là puisque la consultation de cette instance est une obligation, mais par contre le résultat, personne n'en tient compte. S'il est favorable, on va vous le brandir en disant nous avons l'avis favorable du CNPN. Là en l'occurrence il est défavorable, donc on le balaie d'un revers de main en nous disant que cet avis n'est que consultatif et que Madame la préfète est tout à fait en droit de s'asseoir dessus, ce qu'elle a fait avec beaucoup d'allégresse. Le CNPN est le garant du respect du droit et donc de la réglementation, et il est quand même effarant de voir qu'une telle expertise ne s'impose pas aux instances et ne s'impose surtout pas à l'État. Donc nous rappelons au gouvernement que vivre dans un environnement sain est une liberté fondamentale et que nous entendons protéger notre territoire avec toutes les forces vives que vous représentez aujourd'hui, et je vous remercie encore d'être là. Je vais passer... Merci à tous. Je vais passer le micro à Emmanuel qui va vous donner le nom des associations, et là j'aimerais vraiment qu'on puisse les remercier du fond du cœur parce que nous ne pourrions pas
lutter si nous n'étions pas entourés d'associations environnementales. Nous avons 4 associations environnementales qui nous soutiennent dans le cadre qui portent les recours avec nous, donc avec l'association Landes Aquitaine Environnement, et nous avons diverses associations qui sont là en appui et qui nous sont extrêmement précieuses. Je laisse la parole à Emmanuel. Oui, merci Marie. Merci, je vais être rapide. J'en profite d'abord pour remercier tout le collectif Stop THT qui bosse mais comme des dingues depuis des mois et des années. Marie fait partie des piliers historiques. Elle passe ses nuits, ses jours. Tous les membres du collectif bossent comme des fous, lisent, étudient, approfondissent, s'entourent d'experts, cherchent, remettent en cause. Il y a un travail de fou, mais c'est important. Donc merci au collectif. Mais on ne serait rien sans vous, parce qu'on n'est qu'une toute petite équipe, et c'est là que ça nous fait chaud au cœur de vous voir tous aujourd'hui, parce qu'on a besoin de bras, on a besoin de soutien, et on a besoin des associations qui nous viennent à nous de plus en plus nombreuses. Donc, Marie voulait que je vous précise que les recours collectifs seront portés par Défense des milieux aquatiques, Sea Shepherd France, Cepenso Land et France Hydroénergie. Donc un grand bravo à eux, parce qu'ils seront à nos côtés financièrement également. En appui, nous ont rejoint des grosses associations comme le GNSA que vous connaissez bien, Arbre Remarquable, Georges va prendre la parole tout à l'heure, le CAD, les Amis de la Terre, Save la Mermaid, depuis le tout début, ils sont à nos côtés, Bénès Environnement, mais aussi Attaque, Soulèvement de la Terre 40, Extinction Rébellion 40. On peut les applaudir. Également venus en France, les Espagnols, nos amis espagnols qui eux aussi rentrent dans la lutte, ils sont là, plein de drapeaux. Merci à eux. Parce que tout ce que nous allons vivre ici, à Seignos, aux Océanides, le désastre, ils vont le vivre aussi en Espagne. Et comme en Gironde également, au Porge, la même chose, même punition. Donc on a besoin de leur soutien également. Et une dernière association, Nouveau Cap, est aussi à nos côtés et défendent aussi le territoire depuis longtemps et nous ont rejoints. Merci à eux. Nous allons donner la parole aux diverses personnes qui se sont manifestées et qui souhaitent effectivement le faire. J'aimerais surtout qu'intervienne Philippe Garcia, qui est président de l'association Défense des milieux aquatiques, qui est une association qui est sur Seignos et qui porte les recours avec nous. Et un grand merci, parce que si nous n'avions pas, entre autres, cette association, nous ne pourrions pas aller en justice. Je te laisse la parole, Philippe. Merci Marie. Merci à ce travail remarquable de lanceurs d'alerte. Maintenant, les grosses associations sont informées, donc elles vont jouer leur rôle. Je vais juste dire que la partie, elle n'est pas gagnée, évidemment, et elle est, comme Marie l'a très bien expliqué, elle est suspendue à notre capacité à suspendre les travaux en urgence par un référé. Tout est là-dedans, parce que si on n'y arrive pas, ils vont faire les travaux, évidemment. Alors le premier argument juridique qu'on va faire valoir, c'est celui que le CNPN a souligné, c'est l'absence complète de passage par la terre à 100%. Et cette absence de solution par la terre, effectivement, elle surprend beaucoup pour des tas de raisons, notamment financières. Vous savez que le projet est évalué à près de 2 milliards d'euros et il y a un paragraphe de 10 lignes qui vous fait bien comprendre que ça pourrait être 5 fois ou 10 fois plus. Comme on a l'habitude d'ailleurs dans d'autres exemples. Donc c'est un budget pharaonique et nous, on ne peut pas croire, sur la base des évaluations qu'on a faites à la main comme ça, que le projet terrestre soit aussi cher. C'est pas possible. Ensuite, le deuxième argument, il y en a d'autres évidemment, mais je ne vais pas en parler longtemps parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a un problème dans le milieu marin de perturbation des mammifères marins, évidemment. Donc ils vous disent, oh, ben, les dauphins, ils iront ailleurs, hein, c'est des espèces mobiles, ils se débrouilleront. Sauf que dans cette étude-là, qui fait quand même 1100 pages, ils oublient complètement le problème des saumons. Le saumon, c'est un animal qui se déplace de très très grande distance et quand il revient de ces espaces d'engraissement nordique,
il revient en suivant le champ magnétique terrestre. Vous le savez tous, on a découvert il y a déjà dans les années 80 les cristaux de magnétite qui sont dans les écailles de la ligne latérale et qui permettent au poisson de savoir à tout instant où il est. Et c'est sur cette base, sur cette carte magnétique terrestre normale, non perturbée, innée, qu'ils ont imprimée dans leur gène, que les saumons reviennent à la côte. Alors c'est pas précis, hein, comme le GPS, c'est à quelques centaines de kilomètres près, hein, souvent. Hein. Et là, ils vont longer la côte pour chercher leur estuaire avec leur odorat cette fois-ci. Mais encore faut-il qu'ils trouvent la côte. Alors évidemment, quand ils vont tomber sur les atterrages aux porches, aux casernes, ici ou à Gatica, ces pauvres saumons, ils vont se demander où ils sont. Hein. Donc il est clair qu'ils vont être très perturbés, dans un sens qui ne va pas leur arranger la vie. Les scientifiques le savent, le disent, l'écrivent. Le pétitionnaire l'a même écrit dans une seule phrase de son évaluation des incidences, sauf qu'il a complètement oublié les saumons pyrénéens. Et donc ça, on va lui reprocher. Et cette absence d'évaluation des incidences Natura 2000, elle pourrait porter. Voilà, je remercie encore une fois tous les lanceurs d'alerte et je laisse la parole aux autres associations. Merci. Gérard, je crois qu'il voulait parler. Gérard Clavry, Europe Écologie Les Verts, qui nous suit aussi depuis le début et qui connaît bien le dossier. Gérard, je te laisse t'exprimer. Bonjour à tous. Donc merci Marie, merci aux associations, merci à tous d'être ici présents aujourd'hui. Je ne vais pas vous tenir un discours sur le local, puisque ça, c'est le collectif qui va s'en charger. Ils sont très au courant de ces choses-là, ils vont le faire mieux que moi. Par contre, je vais vous tenir quelques propos qui sont plus généraux, plus européens et qui justifient aujourd'hui le cadre dans lequel nous sommes. La raison de l'atterrage aujourd'hui, c'est-à-dire la petite biscotte, enfin la grosse biscotte qu'ils font pour venir à terre et reprendre l'océan, ils vous justifient ça en disant oui, on ne savait pas, vous savez, donc on est obligé de faire ça. Bon, ok, c'est un mensonge. Je le dis clairement, c'est un mensonge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, ce projet, on en a entendu parler dans les associations depuis le début des années 2000. Et déjà, on savait qu'il ne pouvait pas passer par le gouffre de Cabreton du fait de l'instabilité géologique du gouffre. Pourquoi on le sait? On le sait depuis les années 60, puisque depuis les années 60, ici au large, on y enfouit, des années 60 jusqu'aux années 70, on y enfouit des déchets nucléaires, civils et militaires, anglais et français. Et depuis cette époque, on connaît la géologie du canyon. Lorsqu'ils vous disent aujourd'hui, ah ben on ne savait pas, on est obligé de passer par la terre, c'est faux. Ils ont menti. Menteur! Je ne sais pas si c'est pour moi ou pour les autres. Donc ce que je vous dis là, vous tapez déchets nucléaires, gouffre de Cabreton, vous tapez ça sur Google, vous en avez une tartine là-dessus. Il y a un deuxième point que je voudrais vous expliquer. C'est que ce projet s'inscrit dans un cadre européen qui s'appelle le marché européen de l'énergie. J'ai cité 3 noms, marché européen de l'énergie. Le premier, le plus important, c'est le mot marché. Parce que là, on n'est non pas dans quelque chose qui intéresse les gens ou la population, c'est quelque chose qui intéresse les investisseurs. Il est question d'argent, et uniquement d'argent. Vous comprenez que les préoccupations locales, c'est vraiment pas ce qui les intéresse. Ils n'en ont rien à faire. Le marché européen de l'énergie, c'est quoi? Ce sont des traders qui achètent au moins cher pour vendre au plus cher. C'est ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée. Ça rappellera des souvenirs à certains des débats sur la Constitution européenne de 2005. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une entreprise comme EDF qui est obligée de vendre à perte pour que des entreprises privées fassent de l'argent. C'est ce qu'on appelle ça la concurrence libre et non faussée. Et vous l'avez vu passer, cette concurrence libre et non faussée, dans votre portefeuille, dans vos factures. Hein? Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'intérêt des populations, c'est vraiment l'intérêt d'une minorité au détriment d'une majorité. Merci. Le troisième point que je voudrais vous dire, c'est que ce problème qui se passe là, c'est 400 000 volts qu'on va envoyer vers l'Espagne. Il est évident qu'ils ne seront plus présents sur notre réseau. Il va falloir donc le compenser. Et comment on le compense? Très simplement.
il est prévu de construire 2 réacteurs supplémentaires, 2 réacteurs nucléaires supplémentaires à l'usine du Blayais à Cuvenezet. Voilà la manière. Pour nous, écologistes, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. On ne peut pas le compenser par du nucléaire. On vous dit aujourd'hui, on l'entend dire de temps en temps, oui, c'est cette liaison de 400 000 volts, c'est de l'énergie renouvelable. Faux. L'énergie nucléaire n'est pas de l'énergie renouvelable. C'est un mensonge, un de plus. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Si on ne peut pas le faire, eh ben on ne le fait pas, c'est tout. Voilà. Je voudrais également terminer sur un aspect qui est l'aspect financier. Aujourd'hui, vous avez un financement qui est purement public. L'Espagne, la France et un peu l'Europe. L'Espagne s'était retirée au début de ce projet parce qu'ils considéraient que c'était trop cher pour eux. La France a pris en partie, en grande partie, une partie de l'investissement espagnol. Mais dites-vous bien une chose, tout ça c'est de l'argent public, donc ce sont nos impôts. Ce sont nos impôts qui vont favoriser quoi? Qui vont favoriser des entreprises privées. Ça, c'est pas acceptable non plus. On ne peut pas dire aujourd'hui, voilà, on investit publiquement pour que des privés se fassent du fric sur notre dos. Et ça, aujourd'hui, on le sent passer dans nos factures. Hein. Voilà. Et merci. Et je terminerai pour toutes ces raisons. Europe Écologie, qui s'est exprimée publiquement dans l'enquête publique Europe Écologie, nous avons été le seul parti à le faire. Les autres, on ne les a pas vus. Mais nous avons dit non à ça pour toutes ces raisons, plus quelques autres en plus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, il y a une chose qui m'interpelle. C'est la question suivante, c'est quel est l'intérêt des élus locaux à soutenir un projet comme ça? Personnellement, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre la nécessité. Pourquoi, par exemple... ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas qu'en maire de Cabreton, par exemple, qui... c'est bien dommage, ça lui a été adressé directement, tant pis s'il n'est pas là. Que le maire de Cabreton, par exemple, fasse passer une motion pour dire oui à ce projet, et maintenant il vous annonce, ah ben non, on va attaquer le projet juridiquement. Il va falloir quand même qu'on m'explique la logique de la question. Je ne comprends pas ça. C'est un petit peu comme les élus de la MAX qui votent pour la LGV, mais qui va avoir une LGV qui va passer à 50 km de chez eux. Ça, c'est quelque chose que je ne saisis pas non plus. Et tout ça avec notre argent. Donc, pour toutes ces raisons, Europe Écologie s'est opposée à ce projet d'entrée de jeu et depuis longtemps. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, Georges de la Séquence Hollande. Oui, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous saisissez peut-être pas Sepanso, Quesaco. Donc, Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest. Donc, il y a une Sepanso Hollande et il y a une Sepanso dans les autres départements d'Aquitaine. Nous sommes affiliés à France Nature Environnement. Et donc, lorsqu'on voit Sepanso Hollande, il faut que vous pensiez qu'au niveau national, le conseil d'administration de France Nature Environnement attend bien sûr mon compte-rendu de cette manifestation et je me ferai un plaisir de le faire et de souligner la masse considérable ici présente de personnes, de citoyens conscients ici présents. Alors, oui, ça veut bien dire qu'il y a une majorité peut-être silencieuse ou inconsciente, et bon, mais ce qui est important, c'est d'avoir une minorité active et compétente. Et donc, lorsque les
militants locaux qui se heurtaient à une difficulté juridique, puisque en France, il faut avoir une ancienneté pour pouvoir contester. C'est, je dirais, un défaut majeur, un défaut de démocratie dans notre pays. Bon, évidemment, moi, en tant que président de la CEPANSOLAND, je suis très fier que nous ayons été sollicités et qu'on puisse porter les efforts avec l'association locale. Mais je tiens à souligner les problèmes qu'il y a dans notre, guillemets, démocratie, fermez les guillemets. Lorsque M. Sarkozy impose aux associations et aux citoyens de prendre un avocat pour faire appel d'un jugement défavorable pour solliciter la cour administrative d'appel, c'est scandaleux. Surtout lorsqu'au niveau international, les représentants français disent que la justice est gratuite en France. Elle n'est pas gratuite et je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières qui font les grands fleuves. Et donc, merci pour votre générosité. C'est sûr que on va avoir besoin d'argent. J'ai eu entre les mains les arguments qui ont été adressés à Maître Carbonnier, qui va porter donc les recours au niveau du Conseil d'État. C'est un travail énorme. Et je tiens à saluer Maître Lucie Watine et son père, Maître Dominique Watine. C'est sûr que seul, là, on n'aurait pas pu, là. C'est sûr que vous avez entendu tous les arguments qui ont été présentés par Philippe Garcia, par Gérard, etc. C'est sûr que là on a un recours qui va faire plus de 40 pages, une vingtaine de pièces jointes. Les arguments, ils sont multiples. Alors, la question qui m'a été posée d'ailleurs par un fonctionnaire du service du renseignement, ex-RG, et je vais vous dire la réponse, la question et la réponse que je lui ai faite. Pourquoi est-ce que RTE s'entête avec ce passage maritime? Alors, on nous dit, mais il y a eu d'autres endroits, etc. Moi, je suis né sur l'une des plages, enfin, près d'une des plages de débarquement. Bon, certes, en 1945, donc très près, il y avait plus de soldats, mais enfin... et je connais bien toute la Manche, je connais bien la Baltique, etc. J'ai travaillé sur toutes les affaires européennes. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, tous les projets ont été réalisés avec un ancrage, parce qu'il y a, par exemple, les rochers du Calvados. Et là, ici, ils vont avoir une difficulté nouvelle, qui est, ils vont être sur le sable. Et avec des houles, des rouleaux, des tempêtes, etc., des courants marins qui varient, tantôt un coup vers le sud, un coup vers le nord, etc. C'est très très compliqué. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent? Moi j'ai une hypothèse, ça n'est qu'une hypothèse, c'est pas une certitude. On sert de cobaye. On sert de cobaye à RTE. Pourquoi? Non, ils veulent qu'on serve... Bon, pardon, excusez-moi. Ils veulent qu'on serve de cobaye. Pourquoi? Parce que si effectivement ça se faisait, ils auraient des retours d'expérience et ça leur permettrait au niveau international de pouvoir répondre à des appels d'offres dans des contrées lointaines. Je pense en particulier à l'Indonésie qui a des très gros besoins de liaison entre leurs îles. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas être des cobayes.
Nous voulons un environnement. Nous voulons un environnement préservé. Je dis à RTE, lors de la première réunion, je vous ai dit, vous faites une erreur capitale, vous ne pourrez pas passer à Cap-Breton dans l'océan. S'ils m'avaient écouté, toutes les études qu'ils ont faites justement pour prouver que j'avais raison, eh bien ce serait de l'argent dont ils disposeraient pour passer en zone terrestre. Nous allons vous tenir régulièrement informés, ça c'est important, puisque vous nous faites confiance, on doit effectivement mériter cette confiance, et je suis sûr que Marie Darzac et tous les amis du secteur vont vous satisfaire. Merci. Merci Georges. Pour compléter juste une petite précision, on a évidemment besoin de soutien financier. Vous avez nos collègues qui sont sous les tentes. Adhérez, faites des dons, parlez-en autour de vous. On a vraiment besoin. Il y a une cagnotte également qui est en ligne. On a vraiment besoin aussi de ce soutien-là. On va parler maintenant des arbres, puisque ce projet désastreux va aussi désorguer une grosse partie de nos pinèdes. Et on a Georges de l'association des arbres remarquables avec nous. Bonjour, donc je suis président de l'association Arbres qui essaye de protéger les arbres les plus remarquables de France. Pour vous dire, ce matin j'étais dans le département, dans les Landes, à remettre un label à un propriétaire qui a un chêne-liège magnifique, et on allait dans le positif, et là il y avait quelques personnes rassemblées dans la bonne humeur autour d'un arbre, et je retrouve un peu la même ambiance de combat par rapport à... Alors l'arbre, lui, il est protégé, mais là, par rapport à un projet contre lequel il faut continuer à se battre. On s'est dit, dans l'association, malgré notre spécificité, qu'on allait évidemment au-delà des arbres les plus remarquables, mais de tous les arbres, c'est impossible de faire la distinction. Et quand il y a une agression quelque part qui menace par rapport à des arbres, la règle maintenant qu'on s'est donnée depuis quelques années, c'est que c'est plus possible d'accepter qu'on porte atteinte à des arbres, quels qu'ils soient, sauf quand il y a une absolue nécessité. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là du tout. On peut faire autrement. Vous avez proposé, moi j'ai découvert avec nos échanges, des solutions alternatives. Et donc, je suis là pour apporter le soutien d'une association nationale pour dire, vous avez raison, l'avenir c'est vous. Parce que souvent, on fait passer ceux qui se battent dans ces conditions-là pour des passéistes, où ils veulent retourner en arrière, etc. C'est pas du tout ça. Vous regardez vers l'avenir, et l'avenir des hommes, il passe aussi par les saumons, il passe aussi par la flore des dunes, et il passe aussi par les arbres. On a besoin d'eux, et même si on n'est pas là, ces végétaux, ces animaux doivent avoir le droit de continuer leur carrière. Et donc, ça justifie totalement notre présence à vos côtés. Je ne vais pas être plus long pour dire on vous soutient totalement pour le travail que vous faites. Moi, je suis en plus ancien prof de SVT, donc je suis particulièrement motivé bien au-delà des arbres quand j'entends parler de géologie, des poissons, des insectes, de la flore, des dunes, etc. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait tout à l'heure, bah oui, mais on interdit aux gens de marcher sur les dunes pour les protéger, et puis là on voit un massacre d'un seul coup, comme ça celui-là il est autorisé. Et le gouffre de Cap-Breton, ça fait longtemps que je le connais, tout d'un coup il n'y a plus de problème. Ah non, on peut passer là. Et connaissant bien le problème, ce que tu as développé tout à l'heure sur les saumons, ils vont être perturbés considérablement. Quant aux arbres qui sont chéris, à chaque fois qu'on coupe des arbres maintenant de manière totalement inutile et scandaleuse, nous on est là aux côtés de ceux qui se battent pour s'y opposer. Donc bravo, on est à votre soutien, on vous soutient totalement. L'avenir, c'est vous. Merci Jean. Cédric, il y a plein de monde qui ont envie de prendre la parole. On va faire vite, on va faire... Je verserai des sous. Merci. Moi, je vais commencer. Bonjour, Cédric Larieux. Je
suis conseiller municipal dans le groupe d'opposition et surtout je suis vice-président de l'association Nouveau Cap, à laquelle on s'est associé depuis le début et moi aussi personnellement contre ce projet dévastateur. Le premier point, moi je voudrais quand même remercier chaleureusement tous les citoyens ici présents parce que c'est vraiment très important. La première des choses, le collectif, toutes les associations, parce qu'il y a une mobilisation importante et aujourd'hui on nous bassine sans arrêt de démocratie participative quand 98% s'expriment sur l'enquête publique sont contre, quand on est en train de manifester depuis 2021 on est contre, quand les gens auraient mieux à faire peut-être que de mettre des banderoles devant chez eux, on est contre et on ose nous bassiner avec la démocratie participative. Ça c'est la première des choses. Aujourd'hui la démocratie elle est bafouée. Sur le premier point, le deuxième point, nous en tout cas on avait alerté depuis le départ avec l'association Nouveau Cap et avec les élus du groupe d'opposition qu'on est, les 4, on avait alerté le Conseil national de protection de la nature. Ils nous ont répondu et en tout cas on a suivi leur ligne directive, c'est-à-dire contre ce projet en l'état, sur le tracé actuel. Voilà, mais en tout cas, au niveau de l'écosystème, de l'environnement et tout ce qui s'ensuit, c'est désastreux par rapport à tout ça aussi. Et le dernier point, pour être très bref, c'est au niveau de la santé publique. Voilà, moi je veux qu'on me démontre, comme je l'ai toujours dit à chaque fois, par A plus B, s'il n'y avait aucun impact sur la santé publique. Aujourd'hui, on ne m'a pas démontré par A plus B qu'il n'y avait aucun impact sur la santé publique. Quand je vois toutes les familles, les enfants et nos futures générations par rapport à un projet comme ça, je trouve ça scandaleux. Merci en tout cas à tous les citoyens du territoire d'être mobilisés. Merci Cédric. La parole à Joëlle, qui est une résidente de Cap-Breton. Oui, bonjour à tous. Certains me connaissent, je m'appelle Joëlle Taillefer. J'étais en 2021 déjà candidate ELV, écologiste, au départemental. Certains ont peut-être vu mes affiches, donc mon combat c'est toujours le même. Je veux protéger cette nature et ce lieu que j'ai choisi. Je ne suis pas née ici, mais je l'ai choisi. Et je le choisis chaque jour de ma vie. Donc je ne veux pas qu'on l'abîme. Et dès la réunion qui a eu lieu au Bourdaine, certains y étaient d'entre vous, j'en suis persuadée, en 2021, j'ai posé une question à RTE. Je leur ai dit, pour rebondir sur ce que disait Cédric il y a une minute, je leur ai dit, est-ce qu'il y a eu une enquête d'impact sur la santé publique? Vous mettez 2000 mégawatts, c'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires qui vont passer sous nos pieds. Tous les jours à 1 mètre de profondeur, quand on sait ce que les inondations peuvent enlever de sable, de terre et nous faire comme souci. Elle va être à l'air, on ne sait pas combien de temps elle va résister. Qu'est-ce qu'elle peut nous faire au niveau de la santé? Le tracé qui est prévu, il passe près des écoles, il passe près des cliniques, des personnes âgées, des enfants, de tout le monde. Et personne n'a vraiment bougé. Je le dis là parce que je suis vraiment fâchée contre les élus, y compris ceux de la Max. Combien y a-t-il d'élus ici? Ah oui, ils sont cachés sous le sable, alors ils font comme la ligne. Voilà, donc moi je ne comprends pas 2 choses. J'ai posé cette question en 2021 et RTE m'a répondu, lorsque le tracé sera fixé définitivement, nous nous engageons à faire cette étude d'impact sur la santé publique. Il n'a jamais été fait à ce jour. Jamais. C'est la première chose que je voulais vous dire. Nous pouvons tous être malades. Personne n'a jamais expérimenté une ligne de 40 000 volts, 400 000 volts, pardon, vous voyez, il y en a tellement que j'en oublie, sous les pieds des gens avec de la santé publique non testée. Donc ce que je voudrais, c'est vous dire que, au niveau de la santé publique, ce n'est pas acceptable. Mes amis vous ont tout dit sur l'environnement, sur tout cela. Mais je voudrais aussi vous parler de démocratie. Un seul maire s'est opposé, je l'ai su très récemment, c'est le maire de Seignos, il a refusé de signer les autorisations d'atterrage. Eh bien la préfète a sorti une loi de 1800, je ne sais combien, 72, pour dire qu'elle pouvait passer outre la décision d'un maire qui refuse un atterrage sur sa propre commune. Voilà, alors je voulais vous dire ça et vous dire également qu'il y a dans ce pays et ici, à l'occasion de ce projet, un énorme déni de démocratie. Est-ce que les citoyens que nous sommes tous là, qui allons payer pour cette ligne, ont été consultés pour savoir s'ils étaient OK?
On peut faire des votations, on n'est pas obligé d'avoir un référendum national. Il y a des solutions pour faire des votations locales. Aucun élu de la Max, je le dis, je les mets tous en cause là aujourd'hui. Ils sont 23. Il n'y en a pas un qui a eu le courage de dire je vais écouter ma population, je vais faire cette enquête publique, je vais faire voter les gens et je me tiendrai à ce que les citoyens veulent. Parce que c'est nous qui les payons, ces élus. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est avec vos sous qu'ils sont payés. Donc à un moment, je dis il y a déni de démocratie, déni de santé publique, déni de droit à l'écologie, déni du principe de précaution quand même. Il est dans notre constitution. Qui s'en est soucié? Personne. Donc ce que je veux vous dire, c'est que, oui, Cédric vous l'a dit, et monsieur aussi, on sera là, monsieur Sepanso, on va continuer, on va rien lâcher. Parce qu'il ne faut pas que cette ligne soit posée sous nos pieds et tue des gens. Donc, je vous donne rendez-vous à nos prochains rendez-vous, il y en aura beaucoup jusqu'à ce qu'on gagne. Je vous souhaite à tous d'être là. Merci Joël. Nous attendions également Benoît Biteau, je ne sais pas s'il est dans l'Assemblée. Est-ce qu'il est là, Benoît? Non. Alors je vais demander à Roland Legros qui représente les Amis de la Terre et qui nous aide énormément dans les recours. Les Amis de la Terre ont une expérience au niveau du tribunal administratif qui nous est importante. Voilà Roland. Alors merci. D'abord, première chose, je suis très étonné en tant que Landais, habitué à des réunions publiques comme ça, et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est pas normal ça, chose qui va pas. C'est clair, d'habitude il n'y a pas méga bien, et non, il y a des jeunes. Bon, alors, nos associations aussi, elles ont besoin de jeunes, ça c'était pour la petite truc. Voilà. Bon, alors, les Amis de la Terre, nous sommes carrément opposés à ce projet. Allez, on est opposé à ce projet parce que pour nous, il a toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle un GPI2, un grand projet inutile et imposé. C'est la même source que le GPSO, c'est-à-dire que vous avez des têtes pensantes, des amateurs de tableurs Excel associés à des financiers qui vont avoir une idée de génie, et cette idée, elle est fatalement bonne. Or, quand on regarde le dossier, il est très facile de le démonter pièce par pièce. Si vous vous rappelez la première enquête publique qui a eu lieu, sur la page de garde du site, il y avait 3 phrases choc en couleur, là, une petite vue, pour nous expliquer pourquoi ce projet était absolument indispensable. Alors, on y parlait de 3 choses. D'abord, on nous disait que ça allait permettre, entre la France et l'Espagne, d'avoir de la solidarité. Bon, c'est bien la solidarité. Ça allait permettre à ce que la France puisse importer de l'énergie électrique propre d'Espagne, c'est-à-dire de l'énergie à base de solaire et d'éolien. C'est bien aussi, c'est une bonne idée. Et puis que ça allait avoir un impact aussi sur le prix de la facture électrique. Très bonne idée, très bons arguments, sauf que c'est 3 mensonges, voire même 4. Et tout le dossier est construit sur des mensonges. On vous a parlé du passage sous le gouffre. En 2017, on va revenir à ces choses-là après, mais en 2017, quand on a participé à la première concertation, on nous a expliqué on va passer sous le gouffre. On leur a dit mais attendez, vous êtes sûr de passer sous le gouffre? Parce que nous là en même temps, on avait Verlhomme qui faisait les premières conférences. Hein, et il nous avait expliqué avec des scientifiques que le gouffre était très instable, qu'il y avait des mouvements. Oui, on a fait des études, vous inquiétez pas. Bon, très bien, on a fait des études. Bon, ok. Quel est le coût? Le coût, on l'a, parce qu'on avait remarqué que sur la liste des coûts, on ne voyait pas bien le passage sous le gouffre. Vous savez que c'était très cher. Non, mais vous inquiétez pas, c'est un secret industriel, on ne peut pas vous le donner. Bon, très bien. Et puis, donc, on pourra revenir un peu là-dessus après, mais revenons à ces 3 mensonges de l'enquête publique. On nous dit, ça va permettre à l'Espagne de nous amener du courant propre, du courant, bon, très bien, c'est faux, c'est impossible. On ne peut pas échanger actuellement en Europe, sauf entre l'Allemagne et la France, et l'Allemagne et les autres pays dans quelques cas particuliers, en particulier dans des nuits où il y a beaucoup de vent. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont des éoliennes, beaucoup d'éoliennes, et ils ont aussi des contrats d'achat.
hein, on va importer de l'énergie propre. Bon, ça c'est un gros mensonge. En fait, il faut savoir comment les directives européennes font pour démarrer des centrales de production électrique. Et il faut savoir que tous les matins, il y a une réunion entre les producteurs d'électricité et les fournisseurs d'électricité. Alors les fournisseurs, ils ont un problème, c'est que au nom de la concurrence libre et non faussée, ils ont le droit d'acheter du courant, mais pas ils n'aiment pas le produire parce que ça coûte cher. Donc il y a des procédures, l'AREN en particulier, pour acheter du courant. Et tous les matins, il y a une réunion et les producteurs, les fournisseurs d'électricité qui ne produisent pas assez de courant ou qui n'en produisent pas vont s'approvisionner sur le marché de gros. Et ce marché de gros, il est alimenté par les gens qui produisent l'électricité. Ah, il faut que j'accélère. Donc, alors, en gros, vous allez sur RTE, ils vous expliquent ça. Comment ça se fait? Eh bien, vous avez on va démarrer d'abord les structures qui vont produire le courant au moins cher. Alors, les structures qui produisent le courant le moins cher, c'est les éoliennes et le solaire. Quand il n'y en a pas assez, on passe à l'hydraulique. Quand il n'y en a pas assez, on passe au nucléaire. Alors avec le nucléaire, on prend une autre partie là, c'est que jusque-là, l'énergie au départ qu'on va transformer, elle était gratuite. Donc ça coûtait pas cher, et avec des frais de fonctionnement. À partir du nucléaire, eh bien, il faut aller chercher l'uranium, le traiter, etc. Et ça coûte cher, l'énergie commence à coûter cher. Et puis s'il n'y a pas assez de nucléaire, on passe au gaz ou au charbon. Ce qui fait que quand un pays est excédentaire en production et qu'un pays a besoin de courant, eh bien on envoie quoi? On envoie les dernières entreprises démarrées. Autrement dit, vous importez d'Espagne du charbon, de l'électricité charbon et de l'électricité gaz. Pas autre chose, c'est pas possible autrement. D'accord? Donc voilà, ça c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, on vous dit, oui mais ça va permettre d'économiser, de faire économiser aux Français du courant parce qu'on l'aura moins cher en Espagne. Tu parles. Les flux entre la France et l'Espagne, c'est 1% de la production française. D'accord? Donc même si on double, on passe à 2%, ça ne va pas avoir un impact sur le prix. Ok? Et puis après la solidarité avec 1% de production, tu parles que ça va faire des choses. Bon voilà. Alors après pour revenir au gouffre, j'ai encore un peu de temps. Alors l'histoire du gouffre, c'est quand même étonnant. Donc on leur dit, mais vous êtes sûr de passer? Oui, oui, on a fait des études, rassurez-vous. Hein. Bon, très bien. 2019, ils nous apprennent que, ah ben vous savez, on a trouvé que ça s'effondrait autour du gouffre, donc on ne peut pas passer. Tiens, où sont les études? On les a jamais eues. Et puis, et la subvention européenne? Pas. Donc 2022, nouveau débat public. Et là, on dit que devient la subvention européenne, parce qu'il y en avait quand même pour 750 millions. On ne sait pas, on attend. En fait, c'est des menteurs, parce que dès 2019, on savait que la subvention européenne avait été réduite. Mais on l'a su que pendant l'enquête publique. Voilà. Donc vous voyez, tout ce dossier est monté sur des mensonges. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin, puisqu'il paraît qu'il faut gagner du temps. Il y en a qui ont été trop longs. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à adhérer N'hésitez pas à adhérer aux associations, on a besoin de vous. Et voilà. Merci Roland. Je vais donner la parole à Karine maintenant, qui elle est présidente de la commission en droit santé au niveau de l'ARS, et elle va pouvoir vous dire ce qu'elle pense de ce projet. Merci Marie. Vous m'entendez? Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors la démocratie, il y a la démocratie en santé aussi, ça existe. Et vous avez une institution sur la région qui se nomme la CRSA, qui se doit justement de porter de l'information, de la sensibilisation et des événements pour aller au plus près des citoyens et défendre leurs droits en tant qu'usagers. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait très bien, selon l'OMS, la santé c'est un des droits fondamentaux que nous avons tous et surtout un des droits fondamentaux que nous devons protéger. Donc on l'a vu pendant le Covid, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Eh bien aujourd'hui, il faut aussi mobiliser ce qui est mobilisable, c'est-à-dire que les institutions, et notamment l'ARS, doit porter des études en santé publique, c'est-à-dire que le principe de précaution doit s'appliquer dans ce cas, dans ce projet. Il est
infernal de ne pas imaginer autre chose qu'une étude en santé publique. Alors c'est très simple, le principe de précaution, c'est dès qu'il existe des incertitudes sur l'existence d'un risque dont les effets peuvent être néfastes, graves et irréversibles, on se doit de mener une enquête en santé publique pour notre santé humaine, notre environnement et nos écosystèmes au sens large. Donc il est temps de lancer une grande enquête en santé publique et ensuite, pour respecter cette démocratie en santé, nous pourrons, par rapport à un risque identifié, déployer des programmes de prévention et de promotion de la santé. Voilà. C'est tout ce que nous devons faire bouger. Merci beaucoup. Merci Karine. Nous avons également le collectif espagnol qui nous a rejoints et qui souhaite s'exprimer également. Donc, Mickaël va traduire puisque ce monsieur va s'exprimer en basque. Je ne sais pas si tout le monde va pouvoir comprendre. Ok, toi tu parles et lui. Bonjour, alors je vais vous présenter EKAITS qui fait partie du collectif Interconnexionique S, donc qui veut dire de l'interconnexion non. Bonjour à tous, arratsaldeon guzti hori. Euskal Herritik etor gara, Bizkaiatik hain zuzen ere, eta etorri gara zu hori gure elkartasuna adierazteko eta proiektu honi ezetza emoteko. Donc bonjour, ils sont venus à 13 depuis le Pays Basque, depuis la Biscaye exactement, à 15 km de Bilbao, du village de Gatikab. Voilà, et ils sont très heureux d'être solidaires parmi vous. Bai, guk uste dugu proiektu hau ez dela beharrezkoa. Proiektu oso garestia, baina batez ere oso kaltegarria izango da. Bai, kalteak eragingo dizkio kalte handiak itsasoari baita lurrari ere. Donc nous on est tout simplement contre son projet parce qu'on pense simplement qu'il va être désastreux pour l'océan, pour la mer de Gascogne et pour nos terres également. Bai. Guk uste dugu proiektu hau egiteko arrazoi bakarra dirua da. Dirua nahi dute eta berdin zaie ama lurra suntsitzea. Donc nous on pense que leur seul objectif de faire ce projet c'est simplement faire de l'argent et d'oublier qu'on doit protéger la nature. Ils s'en foutent de la nature en fait. Guk uste dugu beste eredu energetiko bat posiblea dela. Energia berriztagarriak sortzen diren lekuan bertan kontsumitzea eta ez hain bide luzea egitea non energiaren kopuru gehiena bidean galduko dena. Donc nous, on est pour les énergies renouvelables, mais ce qu'on veut, c'est que ces énergies renouvelables soient utilisées dans le lieu où ils sont produits, en petite quantité, et que ces grandes quantités qui veulent transporter d'un pays à un autre, en fait, il y en a énormément qui est perdu pendant le chemin, donc ils pensent que ça ne sert à rien. Horregatik, proiektu honek kalteak eragingo ditu onurak baino, eta kalteak oso larriak izango dira. Kanpo elektromagnetiko handiak sortuko ditu, ez dakigu zelan afektako dauen naturan, baina segurazki naturari ez zaiola gustako. Donc nous on pense plutôt que ce projet va être très désastreux et on ne connaît surtout pas les conséquences que va engendrer de tels projets. Bai, horregatik, etorri gara ona, ama lurra defendatzeko, salba dezagun itsasoa, salba dezagun lurra, salba dezagun gure mundua. Donc on est venu ici en solidarité avec vous pour sauver l'océan, pour sauver nos terres et pour sauver la planète. Merci. Merci. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Je sais qu'il y a monsieur Camblan qui voulait s'exprimer. Est-ce qu'il est sur? Oui, il est là. Donc je vais lui passer le micro. Voilà. Bonjour. C'est qui lui?
merci à tous d'être venus. Juste quelques mots, notamment quand même sur l'historique de ce projet. Un interlocuteur précédent a quand même signalé qu'on peut s'étonner que dès 2021, ce projet a posé aucun problème à l'ensemble des conseils municipaux des communes traversées. Et lorsque les conseils municipaux ont été consultés pour avis en 2022, il faut bien savoir que tous ont dit qu'ils étaient pour, sans exception. Aujourd'hui, certes, certains posent des recours, on peut s'en réjouir, mais néanmoins tout ça, c'est quand même un peu tardif. S'il y avait eu des vraies protestations en amont, et avec l'association Nouveau Cap de Cap-Breton, nous avons été sur Seignos les seuls à nous opposer à ce projet, peut-être que ça aurait pu faire bouger les choses. Il n'est jamais trop tard, c'est une évidence, donc c'est très bien déjà de déposer des recours, mais comme ça a été dit précédemment, il faut absolument que ce soit des recours en référé. Parce qu'aujourd'hui, il subsiste encore des doutes sur les positions de certains sur le sujet. Et le référé est essentiel, hein. Certains d'entre vous sont peut-être allés aux casernes, moi j'y étais hier, c'est absolument catastrophique. Hein. Aujourd'hui, c'est un parking de supermarché qu'ils sont en train de faire aux casernes. Hein. C'est choquant, et d'autant plus choquant que le point n'a quand même pas du tout été abordé jusqu'à présent. Certes, on parle d'une zone naturelle 2000 et autres, sauf que c'est quand même une zone du conservatoire du littoral. C'est-à-dire un des plus hauts degrés de protection. Dans cette zone, depuis des décennies, elle est protégée. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train d'y faire un supermarché, passez-moi l'expression. Donc oui, il faut un référé, mais un référé suspensif, et c'est vraiment le point essentiel. Et le conservatoire du littoral, je vais me permettre de rajouter, hein, c'est un organisme où il y a des associations. L'association, par exemple, France Nature Environnement a été citée, je crois. Elle est membre de du conseil d'administration. Donc c'est vrai que c'est assez choquant qu'on puisse faire de tels projets à un endroit qui a été sanctuarisé depuis des années. Merci. Bon, merci à tous. C'était beaucoup de prises de parole. Merci d'être venus. Adhérez à l'association, donnez-nous de la force financièrement aussi. Et on peut vous applaudir. Et un dernier mot. Oui, bonjour à tous. On voulait simplement remercier tous les musiciens, donc Tom Frager, Romain Dubois, Larsen, Miss Flagel, Dags, Rory, et on voulait aussi tous les artistes pour leur affiche. Donc Mike, Tim, Juliette, Caroline, Régine et Bruce. Et ensuite, on voulait remercier vraiment tous les photographes, enfin il n'y en a que deux, mais Corinne et Sarah Witt, tous les partenaires et les commerçants, donc Serge du Black Flag, Damoustache, MC Box, Visla, et voilà, tous les bénévoles de l'association. On vous demande, s'il vous plaît, si vous avez envie, de nous rejoindre à 17 h au Black Flag à Seignos, au Penon. Ça sera un goûter avec des gâteaux maison et des ateliers pour les enfants, et suivi de concerts jusqu'à minuit. Voilà. Merci à tous. Vous m'entendez? Ouais, ça marche. Dernière annonce, désolée, je vous retiens encore un petit peu. On est en train de créer un groupe local, Extinction Rébellion, pour les personnes qui veulent être un peu plus sur le terrain, agir et faire en sorte que le chantier... Tu entends pas? Ok, je reprends. On est en train de créer un groupe Extinction Rébellion local pour les personnes qui veulent un peu plus être sur le terrain, essayer d'agir et de faire en sorte que le chantier se stoppe, ralentisse. Vous pouvez venir au stand qui est juste là, c'est la tente brune, et on vous donnera plus d'infos. Voilà. On a peut-être un dernier intervenant, mais il n'est pas encore arrivé. Donc on va peut-être conclure ici. Et j'ai juste envie qu'on crie tous ensemble « Non, non, non à la ligne de tension ». Non, non, non à la ligne de tension. 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 Bravo. Oui. Ça s'arrête jamais.
qui a fait la route depuis Bordeaux pour être chez nous et qui est en retard parce qu'il y avait un accident énorme sur l'autoroute. Donc pour ceux qui veulent l'entendre, je suis tellement heureuse de vous qu'il soit avec nous aujourd'hui. Je lui passe le micro. Merci à vous. Ouais, mes excuses, effectivement, j'étais bloqué sur l'autoroute entre Bordeaux et chez vous, mais je tenais à être là quand même. Voilà. Vous êtes sur un combat qui est forcément d'actualité, puisque sur ces sujets de préservation de la biodiversité, de préservation de notre santé, on a rendez-vous avec l'histoire. On a plein de projets qui sont d'un autre temps, qui sont d'une autre époque et qui malheureusement continuent d'avancer comme si nous ne disposions pas des éléments de la science pour faire reculer ces projets et faire en sorte que ces projets disparaissent définitivement. Moi, vous le savez, je suis paysan et je suis sur ce sujet des lignes de très haute tension depuis très longtemps, puisque depuis qu'elles sont apparues, eh bien, on a des collègues paysans qui, sur leurs animaux, constatent des dysfonctionnements graves liés à l'exposition de ces lignes à très haute tension. On a une association qui s'appelle Animaux sous tension. Et je vous donne un scoop, la justice commence à condamner ces lignes à haute tension, commence à rémunérer les agriculteurs, parce que la démonstration est faite que ces lignes à très haute tension sont préjudiciables sur la santé des mammifères. On l'a vu sur les animaux d'élevage et on le verra sur les êtres humains, parce que j'ai un scoop pour vous, nous sommes des mammifères sensibles à ce genre de choses-là. La condamnation n'est pas mince. C'est-à-dire que l'agriculteur dont je vous parle, qui est le premier à gagner un procès contre RTE, demander 750 000 € de préjudice, c'est énorme. La justice, pour le moment, lui a attribué 458 000 € de dommages et intérêts liés au préjudice, liés à la perte de productivité en lait de son troupeau. Tout n'est pas fini, c'est-à-dire qu'on a fait appel et on espère bien aller au bout de ce qu'a vraiment coûté l'exposition de ces animaux aux lignes à très haute tension. Et si aujourd'hui on gagne des procès, c'est parce que la science nous éclaire, c'est parce qu'aujourd'hui il est démontré que ces lignes à très haute tension ne sont pas neutres sur notre santé. On parle de notre santé, on peut aussi parler de celle de la biodiversité, qui est déjà bien impactée par des pratiques humaines, et je pense bien sûr à l'agriculture, qui participent à l'effondrement de la biodiversité. Donc vous êtes sur un combat juste, vous êtes sur un combat d'actualité, et moi j'ai bon espoir, alors c'est mon côté optimiste maladif sûrement, mais à la lumière de ce que je vois avancer, j'ai bon espoir qu'on réussisse à faire reculer des projets d'un autre temps comme celui-là. On avait besoin de cette mobilisation, vous êtes nombreux, merci à vous, et je suis à vos côtés pour essayer de faire avancer cette cause juste. Donc il y a un petit groupe des soulèvements de la Terre qui est en train de se créer dans le 40. Je pense que vous avez entendu parler de SDLT. Donc pour nous contacter, si vous êtes intéressé pour suivre le soutien SDLT dans les Landes, il y a juste une adresse mail, c'est soutien au singulier sdlt40@proton.me. Voilà. Je peux le répéter, soutien sdlt40@proton.me. Pour l'instant, on n'a qu'une adresse mail et en fait, c'est beaucoup des gens qui sont déjà dans des assos et des collectifs et on veut faire du lien un peu entre tous ces combats qu'il y a dans les Landes pour soulever la terre, du sable, etc. Voilà. Merci. Je crois qu'on a pu donner la parole à tout le monde. On vous dit rendez-vous ce soir, 17h, enfin tout à l'heure, pour le goûter, au Black Flag à Seignos.